Bonjour, partie 2 du cours sur autrui. Nous allons examiner en quoi la présence d'autrui comme alter ego, c'est-à-dire autre sujet porteur d'une subjectivité, d'une conscience, me constitue moi-même comme sujet. La problématique de notre grand 2, pensons à une dissertation, reviendrait à se demander: puis-je être moi-même sans autrui? En quoi la présence d'autrui et de son regard suscite-t-elle le sentiment de mon existence? Et dans un grand A, je vais examiner l'idée que autrui est le médiateur entre moi et moi-même. Alors il est nécessaire pour travailler ce cours de vous reporter à votre livre, si vous l'avez, page 84. Vous avez une petite définition de média immédiat. Je lis rapidement. Et autrui, évidemment, est une médiation. C'est le média avec un T. Euh, ce qui est immédiat est sans intermédiaire, direct. Ce qui est média est médiatisé et demande donc la présence d'un lien, d'un médiateur, d'une présence. Ainsi, on va examiner en quoi l'homme en tant que sujet pensant ne peut se rapporter au monde en le percevant, en le connaissant, euh, mais aussi se rapporter à ses sentiments intimes, à son moi propre, euh, avec le lien que constitue autrui. Alors vous avez un texte extrait de L'être et le néant qui se trouve en page 85 de votre livre, consacré, donc c'est un texte consacré à la honte. Pour comprendre ce texte, il est nécessaire de posséder très simplement des petits outils. On doit à Sartre, auteur également de la pièce Huis clos dont j'ai parlé dans le cours 1, l'idée que autrui est à la fois ce sans quoi aucun monde extérieur ne peut être pensé et constitué, mais également autrui conditionne l'existence même de mon sentiment d'exister en tant que moi-même. Il faut, je le disais, avoir à l'esprit des mots de vocabulaire très simples. Par exemple, on appelle le pour soi le regard qu'un homme, sujet, porte sur lui-même. Et on dira que l'homme est le seul, parmi les êtres vivants, à être un pour soi, avec un tiret, rien à voir avec l'idée de l'égoïsme, alors que les animaux, les objets physiques, constituent le monde dit en soi, avec un non pas en-soi. Qu'est-ce que c'est l'en soi? Eh bien, c'est le mode d'être de ce qui n'a pas de conscience intime, réfléchie. On dira que chacun est pour soi, peut se penser lui-même, se regarder, mais il peut, du fait de la présence d'alter ego, d'autres hommes possédant l'aptitude à penser, eh bien il peut être bizarrement à la fois, il peut advenir à la conscience de soi-même, mais il peut être aussi, et c'est toujours le risque du rapport à autrui, en tout cas chez Sartre, réduit à une chose, réduit à une sorte d'en soi. Alors pour être clair, chacun est pour soi, chacun donc euh, est regard qu'il porte sur lui-même, mais en même temps il y a le monde de l'en soi, le monde des choses. Alors sans chinoiser, on dira que le moi, autre mot, eh bien, il se construit jamais dans la solitude, jamais dans un rapport étroit de moi à moi-même. Ça, c'est une sorte d'insularité close, limitée.
Le moi, donc, il se construit dans l'interaction du rapport à soi et du rapport au monde. Le moi de chacun se situe à l'intersection du pour soi, c'est-à-dire le regard que je porte sur moi, et de l'en-soi, c'est-à-dire le statut qu'ont les objets. Alors qu'est-ce que c'est simplement? Le moi s'identifie au jugement d'autrui. Or, à ce titre, le moi risque d'être aliéné, dépossédé de soi-même. Il risque d'être perdu lui-même comme sujet autonome en se considérant comme objet. En gros, je ne peux pas être moi, c'est-à-dire un sujet qui peut dire je, qui peut construire son identité, la saisir, en faisant abstraction, en faisant l'économie du regard que porte une libre subjectivité, c'est-à-dire la subjectivité d'autrui, sur laquelle je n'ai pas de prise. Une subjectivité qui est incontrôlable, qui est transcendante, pourrait-on dire, qui est complètement libre. Donc je ne peux pas faire l'économie de ce regard-là. Je ne peux donc pas empêcher autrui de me regarder. Et en même temps, c'est par ce regard qui peut être menaçant que je peux me saisir moi-même. Mais dans un premier temps, cette saisie de moi-même par le regard d'autrui, par la présence de ce sujet face à moi, eh bien, elle me fait éprouver le mode d'être des objets. Non pas parce que je serais enfermée ou ligotée, mais parce que du fait que autrui me regarde, il est pleinement dépositaire des perspectives qu'il adopte sur moi, des jugements qu'il adopte sur moi. Et alors, à ce niveau-là, je suis, comme on pourrait dire, euh, d'abord objectivée, réduit comme un rang d'objet, je suis choséifiée. Euh, du coup, on ne pourrait pas, on ne peut échapper à cette médiation, et en même temps, on est toujours d'une certaine manière à la merci d'un rapport de domination, d'un rapport d'objectivation, d'être du coup regardé comme une chose. Et pourtant, c'est ce passage-là qui nous permet de nous saisir nous-mêmes. Alors, je vais approfondir un instant cette perspective sartrienne qui colore le rapport entre les consciences d'une teinte de violence, de lutte, de conflit. Et nous verrons dans la partie B, après autrui comme médiation entre moi et moi-même, nous verrons si on ne peut pas envisager le rapport à autrui sous d'autres auspices, sous d'autres perspectives qu'une dialectique guerrière et d'opposition. Je vous invite par contre à lire vous-même le texte, page 85, dans lequel il est question de la honte, qui justifiera sans doute l'expression l'enfer, c'est les autres. Si vous n'avez pas votre manuel, si vous l'avez oublié, vous pouvez trouver ce texte qui commence par j'ai honte de ce que je suis. Alors, je veux rappeler du coup que autrui est réellement, il me transcende par son regard, il est ce par quoi j'adviens à la subjectivité, et en même temps, ce rapport-là est pleinement menaçant. Alors, il est nécessaire dans l'histoire de la philosophie de se souvenir
de se rappeler que l'apport de la phénoménologie, c'est-à-dire le courant philosophique auquel appartient Sartre, à revisiter, à questionner la façon dont Descartes, dans la première et la seconde méditation, avait expliqué la naissance du sujet, comment chacun se constitue en conscience certaine d'exister. Et donc pour Descartes, c'est dans la réflexivité du doute que l'homme se trouve lui-même, se découvre comme un socle de vérité, là où, dans l'hypothèse d'un doute radical, plus rien du monde extérieur, y compris notre corps lui-même, serait dissous par la force du doute. Au début de l'année, on avait travaillé dans Raison et Réel la force du doute, et je vous invite à lire sur Internet, dans un article qui s'appelle philologue.com, le cogito cartésien, hein, peut-on advenir à nous-mêmes dans la solitude. Vous avez une explication, un rappel du cogito. Donc Descartes invite chacun à expérimenter le doute, et lorsque j'émets l'hypothèse que tout est faux, que rien n'existe autour de moi, y compris mon corps qui pourrait être une sorte de mirage, puisque lorsque je rêve, je peux aussi, j'ai des illusions de certitude, eh bien, je ne peux pas douter que je doute. Or, qu'est-ce que ce je qui doute? Pour Descartes, ce je qui doute, qui ne peut pas douter qu'il doute, eh bien, est une chose, entre guillemets, qui n'est pas matérielle, mais une chose qui pense. Donc, chacun, pour Descartes, peut se découvrir, peut se poser comme sujet, pensant, doutant, face à un monde, dans un premier temps réduit au statut de ombre et de choses douteuses. Et il n'est pas nécessaire, finalement, de sortir de soi pour se savoir exister. Alors c'est cette pratique de la réflexivité qui est examinée par les auteurs de la phénoménologie, Merleau-Ponty, donc vous avez un texte, Sartre, et il considère en réalité que ce cogito solitaire et réflexif n'est qu'une expérience que chacun peut mener, mais que en réalité, il n'y a pas de conscience de soi hors d'un monde qui préexiste. Et dans le texte que vous avez en pièce jointe de Merleau-Ponty, qui est très proche du texte de Sartre, du livre où il est question de la honte, il faut retenir l'idée clé selon laquelle ma conscience est en elle-même structurée, conditionnée par non seulement le monde de la langue, le monde d'une culture, d'un berceau de symbolique qui me précède, mais il est bien dit aussi que lorsque je me saisis moi-même, je saisis en réalité un faisceau de perspectives qu'ont les autres à mon sujet. Et il faut évidemment songer également aux expériences de psychologie, puisque le bébé est d'abord une sorte en fusion avec sa mère, bien souvent c'est sa mère, et il n'advient à la conscience de soi que lorsqu'il s'oppose à cette sorte de fusion, il devient un jeu en se distinguant d'un monde dans lequel il est d'une certaine manière pris dans un premier temps. Alors,
On doit bien avoir à l'esprit avec ces textes-ci, notamment je reviens à Sartre, que c'est donc que le sujet, lorsqu'il est tout seul en train d'espionner par la fenêtre ou par la serrure une scène à laquelle il n'est pas nécessairement convié, en réalité, il ne se juge pas, il ne juge pas sa conduite honteuse, ce n'est que par l'irruption du regard de l'autre qu'il peut s'identifier lui-même, mais il s'identifie d'abord à l'image qu'autrui lui renvoie. Et se saisir soi-même, c'est d'abord s'identifier non pas avec l'image qu'on a de nous-mêmes, mais c'est s'identifier avec l'image qu'autrui, en tant que sujet libre, sujet non contrôlable, sujet sur lequel je ne peux pas exercer mon contrôle, et bien cette image, c'est lui qui élabore l'image dans laquelle que je vais capter pour advenir à moi-même. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de possibilité de construire un monde intérieur qui serait pur, entre guillemets, c'est-à-dire complètement indépendant de la construction d'autrui. Donc être honteux, pour prendre l'exemple de Sartre, c'est la reconnaissance de la vision qu'autrui a de moi. Et on se doute bien, sans quoi ce serait assez voué à l'adversité, on se doute bien que je peux évidemment refuser de me réduire à l'image que je élaborée par le regard d'autrui. Je peux être au contraire complètement englué dans cette image et on se doute bien en réalité que si pour Sartre le rapport entre les consciences est un rapport conflictuel, c'est bien, il y a aussi un point de vue positif à cela, c'est que chacun peut aussi conquérir, lutter, essayer de se reconstruire, euh, notamment lorsque ce regard toujours choséifiant, toujours dépossédant du contrôle qu'on a de nous-mêmes, tout comme, même si du coup cette image n'est pas nécessairement absolument sombre. Je vais examiner justement cette thématique dans la partie B qui fera l'objet d'un nouvel enregistrement.